Patrick Ebicher et Nicolas Bidault, bonjour. 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 Président de l'EPFL, directeur de Présence Suisse, l'organe qui promeut la Suisse dans le monde. Vous êtes deux acteurs clés de l'extraordinaire séquence des dernières semaines, une poussée de notoriété pour la Suisse. L'Iran à l'EPFL, Solar Impulse, François Hollande à l'EPFL. Chez vous, Patrick Ebicher, c'est quelque chose. On est ravis de le recevoir. C'est un beau moment pour nous, mais pour la Suisse aussi, d'avoir un président français qui vient et qui essaye de venir un peu apprendre ce qu'on fait de bien. L'image a été reprise partout, un chef d'État accueilli à l'EPFL après la séquence déjà des discussions sur l'Iran. On le voit ici avec vous. Il vous a dit quoi, François Hollande ? D'abord, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, qui a un sens d'humour, qui est drôle. Je crois que c'était un moment de détente aussi pour lui. Mais je crois qu'il était aussi passionné par le processus d'innovation, de voir cette école qui crée toutes ces compagnies, des startups, du capital risque. Et il m'a dit, au fond, c'est une recette qu'on doit appliquer à la France. C'est bon pour la Suisse, forcément. Pour l'image de la Suisse, c'est pain béni. C'est du pain béni, c'est un éclairage sur un secteur qui est peu connu à l'étranger. La Suisse est très forte, parfois la meilleure dans certains secteurs, dans le domaine de l'innovation, de la science, etc. Mais il nous manque ces éclairages. Le fait d'avoir là un chef d'État qui choisit de venir là, qui dit devant tout le monde qu'il a appris, qui dit devant tout le monde qu'on a 20 ans d'avance. Pour nous, c'est vrai, en communication, c'est très très bon. Ce miracle EPFL, il nous donnait une interview François Hollande en 2012. Déjà, le mot EPFL lui venait spontanément à la bouche. C'est le fait d'être si connu, d'avoir un tel réseau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est fondamental pour une institution comme ça. C'est des brands, comme on le dit. Vous savez, aux États-Unis, on les connaît. C'est les Stanford, c'est les MIT, c'est les Harvard. Et je crois que l'Europe en manque. Elle a Oxford, elle a Cambridge. Aujourd'hui, on essaie de créer de nouveaux brands. Et je crois que l'EPFL devient aujourd'hui un grand brand mondial. Alors, on va parler de ça, on va parler de vos activités. On reste encore un petit instant sur cette visite de François Hollande en Suisse qui a marqué la semaine. Il y avait ces images à Ouchy qui sont assez extraordinaires. François Hollande qui débarque au bord du lac, qui se souvient de ses vacances à Ouchy, à Podé. On peut voir ces images qu'on a vues au journal télévisé. Qu'est-ce qu'elles vous ont inspiré quand vous les avez regardées ? Peut-être Nicolas Bidault, quand même, c'est ça. C'est des clips de publicité gratuites et en même temps très politiques pour un pays. Ça marque. C'est essentiel, surtout que la Suisse, en termes de politique étrangère, a besoin de ses soutiens et sous-soutiens européens. Donc, on voit que ça se passe bien, les premières déclarations sont fortes. En plus, les images sont bonnes, les images sont sur le tourisme. On a vu un peu les montagnes, le lac, on a vu aussi la ville de Berne. Puis après, on va finir dans ces icônes de l'EPFL. Il y a même la cravate de Brella. Ça, vraiment, le face-à-face entre François Hollande et la cravate de Brella, évidemment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous disiez, parce que vous avez assisté à ça très près, il y avait une ambiance assez exceptionnelle pour lui. C'est pas si courant que tout aille bien, tout le monde lui sourit. Il y a beaucoup d'étudiants français à l'EPFL. Il y a ces selfies qui ont fait le tour d'Internet. C'était assez heureux. On le sentait, et puis on le sentait au fond content d'être là, et puis d'interagir avec nos étudiants. On a à peu près 2000 étudiants français aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux étaient aussi fiers d'avoir leur président. J'ai un étudiant qui m'a dit « Jamais j'aurais pensé en venant à l'EPFL que je serrais la main à mon président, que je ferais un selfie avec lui. » Il pensait bien. Il l'appelait par son prénom, François. Alors, il n'est pas si populaire que ça dans son propre pays. Avoir cette séquence-là, voilà, ça c'est un des selfies qui ont le plus circulé. C'est des petits moments de bonheur, parenthèses enchantées, qui sont bons pour les deux pays. Mais c'est sûr. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on a vu que les discussions étaient substantielles. Il y avait de l'humour, il y avait tout ce qu'il fallait, mais on a vraiment discuté. Tout l'appareil diplomatique suisse bosse depuis des mois pour faire avancer certains dossiers. On l'a senti avec le sourire, des bonnes nouvelles. Non, c'est une opération. Et puis, vous savez, les visites d'État en Suisse, c'est très rare. On a très peu de visites d'État. Donc, on y accorde beaucoup d'importance. Patrick Ebicher et Nicolas Bidault, l'image de la Suisse, alors innovation, nouvelles technologies, science, on va en reparler, mais aussi ce qu'on a vu, Ouchy, la montagne, la propreté, l'ordre. Qu'est-ce qui change ? Il y a un cap, il y a ce qui est traditionnel, qui a toujours existé, mais il y a un cap, Nicolas Bidault. Pour moi, on vit un moment important en termes de changement de la perception de la Suisse à l'étranger. On est en train de sortir de la page fiscale banque qui était négative pour nous. Les décisions sont là, il s'agit maintenant de les mettre en œuvre. Donc on est en train de changer et il ne faut pas se reposer sur les acquis, les clichés. Je pense que c'est le moment de mettre
mettre d'autres accents. Et les accents dans les domaines où on est fort, ceux précisément qui sont innovation, sciences et technologie, je pense que c'est le moment de sortir de la banque, renforcer l'innovation, sciences et technologie, et puis soigner les clichés. Il ne faut pas les jeter à la poubelle, ils sont utiles. Ouais, on vous dit quoi le plus, Patrick? Vous faites le tour du monde par métier. Hein. Quand vous allez à l'extérieur, on vous dit quoi maintenant sur la Suisse? D'abord, ce qui me frappe, c'est même l'histoire bancaire et tout, c'est souvent peu relevé. On l'a peut-être un peu en Europe, mais quand vous allez en Asie, vous allez aux États-Unis, mais c'est aussi un pays qui est vu comme étant innovant. Et ça me frappe. Bon, c'est un beau pays. On me dit, vous avez un beau pays extraordinaire où il fait bon vivre et autres. Et en plus, vous avez la chance d'avoir, au fond, un pays avec peu de chômage, une économie qui marche, une science de pointe, où il fait bon vivre. La fierté du paysage, c'est pas secondaire, hein, c'est pas que anecdotique. Alors vous, là où vous êtes, au bord du lac, etc., ça joue aussi. Hein. Mais ça joue. Sauf c'est, regardez aux États-Unis, les campus, ils sont pas au milieu des États-Unis. Hein. Ils sont à Stanford, c'est-à-dire à Palo Alto. Ils sont à San Francisco. Ils sont à Boston. Et les grands beaux campus du monde, Santa Barbara sur la mer, mais aussi Cape Town en Afrique du Sud. C'est un élément parce que c'est des gens qui vivent. Ces gens sont intelligents, mais ils veulent aussi vivre dans un endroit qui soit attrayant. Et moi, ça fait aussi partie lorsque j'attire des professeurs, lorsque je négocie. Je les prends dans le laveau, je prie la météo, qu'elle soit belle. Et si les montagnes sont là, avec un peu de neige, un peu de bise, avec un lac bleu profond, avec un petit filet de perche, ils signent. Rappelons une image qui résume tout ça. Elle a fait vraiment le tour du monde. C'est John Kerry à une fenêtre de l'hôtel Beau Rivage à Lausanne. On n'est pas loin de là où était Hollande. Hein. On est 200 mètres plus loin. Ça a vraiment fait le tour du monde. Hein. C'était la une du Financial Times, la une partout. Nicolas Bidault, s'il fallait chiffrer ça en pub, c'est beaucoup d'argent. Et là, c'est gratuit, c'est mondial. C'est clair, ça, vous pouvez il y a l'aspect touristique, il est là. Maintenant, ce qui est important en termes de retour sur investissement, c'est la politique étrangère suisse. Ces grands rendez-vous-là, ces moments où on choisit d'aller en Suisse pour discuter du destin d'une région, d'un pays en l'occurrence, c'est fondamental. Notre politique étrangère, elle s'incarne à travers ces moments-là. La Suisse des bons offices, c'est là qu'elle vit vraiment. Donc le retour, il est là, surtout une politique étrangère crédible. Comment expliquer que ça marche encore? Parce que ça a marché pendant la guerre froide, il y a eu des époques. Aujourd'hui, le monde est tellement multipolaire et encore maintenant, ça marche. On va à Lausanne, on reste à Lausanne des jours et des jours pour négocier sur l'Iran. Je crois que ça n'a pas... Au fond, il y a eu une période où on s'est imaginé que le monde allait être global et que les frontières allaient plus fonctionner, qu'on allait tous comprendre. On a un peu la gueule de bois de la globalisation. Et je crois que la Suisse, le Conseil fédéral et sa politique étrangère rendent crédible. Et on a besoin de ces moments où on est neutre. On a besoin d'un gouvernement qui ne prenne pas parti, a priori. Et je crois que ça fonctionne. On l'a perdu un peu. Il y a quelques années, on s'est dit, on est en train de perdre cet aspect-là. Ça revient en force. Et c'est une très bonne chose pour nous. Et puis là, on était devant l'hôtel Beau Rivage à Ouchy. Les délégations, ça c'est un moment extraordinaire. Hein. Sur les négociations aériennes, se sont déplacées de quelques kilomètres pour aller chez vous, Patrick Bucher. Ça a donné cette photo qui là aussi a fait le tour du monde en quelques secondes sur Internet. C'est chez vous, ça c'est assez... Comment vous avez réussi le coup, franchement? D'abord, c'est le département fédéral des affaires étrangères qui cherchait un endroit. Pour la petite histoire, j'ai cru comprendre que les Iraniens ne voulaient pas l'avoir au Beau Rivage parce qu'en 23, je crois que les Ottomans avaient signé. De l'autre côté, les Américains ne voulaient pas aller à l'ONU. Et puis, bon, j'avais aussi l'avantage de connaître le chef des négociateurs, Ernest Moniz, qui est le secrétaire à l'énergie d'Obama. En fait, c'était un professeur au MIT avant, qui était le directeur du centre de l'énergie. Ça, c'est le réseau. Ça, c'est le réseau. Mais ça fait aussi partie. Le fait est qu'ils étaient chez vous. Ça se passe comment? Alors, nous, le journal, par exemple, on a montré les dispositifs de sécurité, etc. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. D'abord, on nous avait promis que ça allait être signé le samedi, le dimanche, je sais pas, lundi, j'ai dû prendre les décisions de fermer la bibliothèque, donc ce qui n'était pas nécessairement évident. Mardi, mercredi, on y dormait, on devait être atteignable en demi-heure pour lancer, au point de vue sécurité, mais aussi au point de vue audiovisuel, 500 journalistes, une bande passante comme on n'a jamais eu, donc ça, effectivement, ça demandait. Mais on a des équipes extraordinaires, ça c'est une merveille pour les PFL, elle est capable, au fond, de mettre sur pied ce genre d'infrastructure en peu de temps. C'est le résultat d'un investissement sur des années. Ça fait 15 ans, je crois que vous êtes à la tête de PFL. En 10 ans, vous êtes l'école ayant eu la plus forte progression dans le classement mondial des universités de Shanghai. C'est un des classements les plus reconnus. Voilà, c'est le résultat de beaucoup d'années. Le nom EPFL, il est connu dans le monde entier. Il est connu, même s'il est des fois difficile à prononcer. J'entends IFIFL, IPFL, etc. Et mon rêve, c'était à l'époque de changer, de l'appeler le
Swiss Tech de Lausanne. Mais maintenant, on commence à bien le mémoriser. Je crois que ce serait probablement une erreur à ce stade de changer. Vous auriez été pour le changer, hein, c'est votre... Absolument. Je pense que c'est. Alors, Patrick Bichard l'a dit, on a de la peine avec EPFL. On se demande si on a mal prononcé, on a un truc dans la bouche. Mais on a besoin de noms clairs. Maintenant, c'est vrai que c'est trop tard. La recette, s'il fallait la résumer, vous partirez en 2016. Hein. Alors, c'est pas encore le temps des bilans, mais la recette, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Ouais. Disons que la chose la plus importante, probablement, c'est de donner de l'autonomie aux jeunes chercheurs. Ouais. C'est ce que font les États-Unis. Moi, j'en ai profité, puisque je suis parti juste après mon postdoc aux États-Unis, et ce qu'on appelle des professeurs tenure track, c'est-à-dire qu'on donne une indépendance. Et ça a été vraiment un élément absolument central. Puis c'est de commencer de nouveaux domaines, d'anticiper la science, le domaine des sciences de la vie, des neurosciences à l'époque, mais aussi les humanités digitales aujourd'hui. Puis c'est aussi de faire un campus qui soit agréable à vivre. Hein. Et aujourd'hui, le Rolex Learning Center est un bel exemple. Si vous voulez, il est ouvert de 7h du matin à minuit, samedi, dimanche compris. Et il y a toujours autant du monde. On a construit aussi des logements d'étudiants. Donc, c'est d'apporter ce qu'on a aimé, ces campus vivants. Dans le fait de briser des tabous, vous allez assez loin. Je lisais une interview dans Le Point où vous disiez le professeur qui crée une entreprise, par exemple, souvent en Europe, c'est vu comme quelque chose d'un peu limite. Vous dites non, ça doit faire partie des usages. C'est fondamental et c'est ce qu'est devenu voir François Hollande. C'est-à-dire, vous avez une recherche de pointe, vous enseignez au travers de ça, mais vous devez aussi valoriser votre recherche. Il ne faut pas oublier que vous devez créer de la richesse. Et la richesse, elle est en général régionale. Elle fait de l'impôt qui, après, nous paye. Donc je crois que c'est absolument essentiel d'avoir cette valorisation. Et notre quartier d'innovation, il est vraiment dans cet esprit. C'est des recettes libérales, on peut appeler ça comme ça, Nicolas Bidault? Oui, dans le sens où on s'enferme pas dans des carcans et qu'on essaie d'être relativement souple. Moi, lorsque j'observe le travail de Patrick Ebicher, ce qui me plaît, c'est la porosité. C'est-à-dire que la science n'est pas coincée dans sa boîte, mais elle essaye naturellement de trouver des contacts. Alors, il y a le contact de l'économie, là on vient d'en parler, mais il y a aussi le contact de la culture. On sent la volonté d'avoir un lien entre la science et la culture, toute la collaboration avec le Montreux Jazz. Donc la science n'est pas dans une boîte, mais elle fait partie de la cité, partie de la vie. Est-ce que c'est libéral, ça? Probablement, mon cher. Pour dire les choses clairement, c'est quand même une culture un peu de droite. Le fait que la Suisse soit un pays à majorité de droite, à tradition de droite, par rapport aux Français tellement étatistes. Hein. Alors, ça n'a pas été dit pendant la visite de Hollande parce que tout le monde était poli, mais ce n'est pas du tout leur tradition à eux Français. Hein. Non, mais en même temps, je crois que c'était étonnant dans les discussions aussi avec les ministres et autres, c'est qu'ils se rendent compte qu'au fond, sans innovation, sans nouvelles compagnies, aujourd'hui, vous ne pouvez pas résoudre le problème du chômage. Ouais. Donc, on a la chance, et je crois que c'est important en Europe, d'avoir de très bonnes universités, d'avoir de très bons chercheurs, mais il faut bénéficier, de faire bénéficier la société de ces recherches. Et pour ça, il faut avoir des ponts entre la recherche et l'économie. Et ces fameuses start-up sont justement un élément absolument clé pour l'innovation. En tout cas, si on résume, les Iraniens, les Américains, Hollande, le monde entier qui vient chez vous, la recette EPFL, il y a un livre qui sort aux éditions Favre, en coédition avec Bilan, qui vous est consacré, Patrick Ebicher, il est signé Fabrice Delay. Alors, c'est votre histoire personnelle. On va rappeler une ou deux photos qui disent quelque chose de votre parcours. On pourra les commenter avec Nicolas Bidault. Vos parents, c'est pas inintéressant. Au maquillage, tout à l'heure, vous parliez de ce qui vous rassemblait, et le mot artiste est venu, le mot grain de folie est venu. Alors vous êtes des notables, tous les deux, on peut dire ça comme ça. Lui plus que moi. Je suis pas sûr. Vous êtes des messieurs, vous avez des fonctions importantes, etc. Mais l'un et l'autre, vous avez, on peut dire, un grain de folie, un grain de liberté à l'origine. Et pour vous, Patrick Ebicher, c'est ses parents. J'aimerais que vous en disiez un mot. Alors, père artiste, formellement, c'était un peintre. Et mon père était un peintre, artiste peintre. Il a vécu toute sa vie de son art. Ma mère était l'enseignante, mais passionnée de théâtre, amateur, anglaise, mais irlandaise de souche. Et effectivement, ils se sont trouvés tard dans la vie et j'ai été élevé dans un monde artistique. Et ça m'a... Alors moi, j'étais plutôt un scientifique. Malheureusement, je n'avais pas de don vraiment artistique, mais il y a une sensibilité qui m'a été donnée par cette éducation. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle des humanités digitales ou quand on parle d'architecture, de faire le Rolex Learning Center, je veux dire que le concours du Rolex, c'était probablement les 3 plus beaux jours de ma présidence. De choisir cet objet unique. Et ça, c'est peut-être, je dois beaucoup à mes parents d'avoir cette sensibilité artistique. Liberté d'esprit, je me souviens vous avoir entendu décrire les repas à la maison. Votre mère
très bonne cuisinière, mais aussi un esprit très brillant qui accueillait tout le monde, hein, les artistes, mais aussi des marginaux ou des semi-marginaux. C'était très libre. Hein. Ça, c'est souvent les familles d'artistes. C'est-à-dire, la table était ouverte à toute personne, littéralement. Et ma mère était effectivement très sociale. Et on a vécu aussi dans un vieux château rénové avec 5 familles d'artistes dans les années 60. Donc voilà, et nous, on passait du peintre au sculpteur, au photographe. Donc ça nous a donné, effectivement, ça nous a enrichi. En tout cas, ça m'a enrichi beaucoup. Et aujourd'hui, ça me permet d'essayer de faire des ponts entre le monde de la science et le monde des arts. Et je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est un élément très important avec d'énormes potentialités. La science, l'entreprise, mais aussi le romanesque, hein, qui est jamais loin. Le rencontre est romanesque. Je crois que vous l'aviez raconté. C'est dans une église. Hein. Ouais, mon père restaurait une église à Liverpool, bombardée pendant la guerre. Et il est tombé d'un échafaudage et il s'est cassé le bras. Et à Liverpool, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui parlait français. La seule personne dans la paroisse qui parlait français, c'était ma mère, parce que son père l'avait envoyée à Namur, parce qu'elle n'était pas très bonne en français, juste en 1938, avant la guerre. Et puis là, ils se sont littéralement tombés l'un dans les bras de l'autre. Et une histoire assez extraordinaire a commencé comme ça. Et ma mère, en 6 mois, elle a déménagé en Suisse. Elle n'était jamais venue en Suisse. Donc, c'était d'autres moments, au fond. Et elle a fini dans la basse ville de Fribourg, qui était un endroit merveilleux. Où on vous voit, hein. Je pense que c'est à Fribourg que cette photo est prise. Voilà, tout à fait. Voilà. Là, vous avez quoi, 5 ans, 6 ans? Je dois avoir 5 ou 6 ans, là. Quand vous voyez cette photo, qu'est-ce que ça vous évoque? Mais c'était une enfance très heureuse. Pauvre sur le plan matériel, mais tellement riche au point de vue émotionnel, intellectuel, parce que là, il y avait les Tinguely, les Siffert et autres. Hein. C'était un monde très ouvert, très libre. Et j'étais dit, mais maintenant, au point de vue scolaire, ce qui était intéressant, j'étais à l'école primaire, je crois que je suis le premier qui était au collège. C'est-à-dire tous les autres copains, en fait, n'allaient pas. Donc, il n'y avait pas d'ascenseur social, d'une certaine manière. Vous avez été élève très brillant, avec un petit passage cancre. Hein. Ça, vous le racontez parfois. Oui, tout à fait. Non, mais vrai cancre. Oui, tout à fait. J'étais rock and roll. Donc, j'ai été renvoyé de mon collège pendant 2 ans. Là, oui, je m'ennuie un tout petit peu, pour tout à fait sincère. Et puis, j'adore toujours. C'était le grand moment de la musique rock and roll. C'était les Pink Floyd, c'était ce genre de choses-là. Et j'ai eu beaucoup de plaisir, au fond. D'une certaine manière, cette crise m'a été aussi utile. Nicolas Mideau, quand vous regardez ce parcours, il y a quelques points communs quand même. Vous êtes fils d'artiste, évidemment, Jean-Luc. Ça vous sert toujours, ça, le fait d'être à la fois un notable, comme je disais un peu, et un artiste? Oui, je pense, parce que lorsqu'on a vécu dans ce milieu d'artistes, on sait que la créativité, la prise de risque, c'est le moteur essentiel. C'est-à-dire que nos parents, on les a vus réussir parce qu'ils étaient créatifs, parce qu'ils ont pris des risques. Et je pense que lorsqu'on a des fonctions qui sont liées à la politique de manière générale, savoir que ça, c'est important, d'investir dans le risque, d'être créatif, que c'est ça qui peut faire la différence, c'est vrai que ça m'aide énormément. Parce que là, normalement, le monde dans lequel je vis, moi, l'administration fédérale, elle est un peu comme ça, elle n'aime pas trop le risque, etc. Et pourtant, la Suisse a besoin de ça. On a besoin d'être des entrepreneurs aussi au sein de l'administration fédérale. Alors, risque, artiste, etc., mais formation très solide. Vous êtes un scientifique. Hein. Ça a été votre base, Patrick Ibichert, toujours, comme vous aussi, hein, sinologue, etc. Le crédit que ça vous a apporté, il a duré toujours. Encore maintenant, vous avez le laboratoire. Hein, vous allez dans votre labo. Je ne pense pas qu'on peut diriger une grande école sans être un scientifique soi-même. Donc, effectivement, j'ai fait médecine, puis après, j'ai fait neurosciences. Et j'ai toujours un laboratoire. J'y vais tous les mardis. J'essaye d'y aller tous les mardis. Pour moi, d'avoir ce lien à la science, il est essentiel. Enfin, moi, je respire la science d'une certaine manière, en aimant tout le reste. Mais si je dois me définir en premier, je suis principalement un scientifique. Les neurosciences, c'est votre monde, c'était votre monde, c'est toujours votre monde. Le Human Brain Project, modéliser le cerveau, en faire une sorte de cartographie, c'est le but ultime, hein, avec ce projet européen que tout le monde connaît. Ça, ce sera une consécration pour vous, si ça marche? Bien sûr, mais en même temps, ça a déjà marché en ayant 1 milliard qui viennent, et puis aussi de voir les Américains lancer le US Brain Project. On avait les Chinois l'autre jour à l'EPFN qui lancent leur propre projet, les Australiens, les Japonais. En fait, le 21e siècle, sur le plan scientifique, sera le siècle du cerveau. C'est quand même, avec peut-être la cosmologie, les 2 grandes questions scientifiques. C'est là que nous n'en savons le moins, mais que des outils nous permettent, au fond,
à en savoir un peu plus. C'est aussi là, au point de vue thérapeutique, avec le vieillissement de la population, la maladie d'Alzheimer, la démence et autres, c'est là qu'il y a probablement les plus grands besoins. Pour la marque suisse, c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire. De même qu'on l'a vu cette dernière semaine avec Solar Impulse, ça aussi, ça vous rapproche, hein. Tous les deux, vous avez beaucoup investi dans ce projet. Alors, c'est quelques images extraordinaires. Vous rappeliez, Nicolas Bidot, que dans les citations de la Suisse dans le monde, hein, vous avez des chiffres là-dessus, hein, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. La plupart du temps, le gros volume dans les médias, c'est un volume bancaire ou sportif. Ouais. Donc, c'est très mauvais, grosso modo, parce que les journalistes aiment bien résumer, et puis le sportif, c'est relativement neutre. On n'a jamais eu autant de positifs sur un projet scientifique. Et ça, c'est énorme pour nous. Vous avez investi là-dessus. La Confédération a mis combien d'argent au total? 6 millions. Ouais. 6 millions derrière ce projet. Et puis le mot suisse, vous avez veillé, hein, ce soit partout, qui est le petit drapeau suisse. Oui, moi je suis dur en affaires, donc j'ai bien insisté contre ces 6 millions pour que véritablement la Suisse se mette en avant, même si c'est un projet international, et ça on le sait, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de suisse là derrière, et on tenait à ce que ça se voit, et ça se paye dans les médias. Hein. Si on regarde dans les prochaines semaines, Milan, évidemment, ce sera l'exposition. Un livre qu'il faut rappeler peut-être, il est signé Louisa Baline. Beaucoup de gens, très beau livre qui dit combien ça vaut la peine d'aller à Milan. Vous irez aussi, Patrick Ebicher, hein. Ça, c'est le grand événement pour vous maintenant. C'est le grand événement, c'est l'exposition universelle. Parfois elle fonctionne, parfois elle fonctionne pas, ça dépend des thèmes. Là, on est avec la nutrition, la bouffe et l'Italie. On est, je trouve, dans un thème et dans un pays correct. Et tout ce qui est lié à la nourriture, c'est très intéressant, sur le plan scientifique, sur le plan culturel, sur le plan politique. On peut dire plein de choses à travers la nourriture, et je me réjouis de traiter ces thèmes-là avec 145 pays. Certains disent que ces expos ne servent plus à rien. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est bien de se retrouver et de discuter et de voir ce qu'on a en commun et pas en commun. Donc je me réjouis, c'est dans quelques semaines. La Suisse qui s'exporte, vous allez annoncer que c'est aussi aux rencontres photographiques d'Arles, il y aura une maison suisse. Voilà, j'ai toujours eu, alors ça c'est un peu les amours, je suis toujours un peu déçu de notre image en termes de culture à l'étranger. Je pense qu'on a des talents, on a des vrais potentiels dans certains secteurs, et c'est jamais véritablement sur le devant de la scène. Je sais qu'en photographie on est fort. On a des photographes comme Bury qui ont fait la Suisse, on a des photographes actuels qui sont très forts. Et je me suis dit, Arles, il y a plein de photographes suisses, c'est là que je vais faire une maison suisse pour changer un peu la perspective. Donc oui, on a pour la première fois une maison suisse dans un domaine culturel, les rencontres photographiques de Arles, le rendez-vous mondial de la photo. Ce sera dès le 6 juillet, et c'est pas pour une année seule, hein. Je crois que c'est pour 3 ans. Oui, on veut investir sur 3 ans, on veut montrer au monde qu'on est aussi de la culture, et avec la photo, c'est fort. La Suisse, très grand pays de la photo, vous rappeliez René Bury, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Tout ça apparaîtra, le canton de Vaud notamment. Oui, le canton de Vaud est très intéressé par une participation parce qu'ils veulent mettre en avant effectivement le pôle muséal, l'Élysée. Donc on a déjà un très grand intérêt du côté du canton de Vaud. Donc la Suisse va être en force parce qu'on a des arguments à faire valoir, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Patrick Ebicher, pour vous, 2016, ce sera la dernière année. Bon, vous êtes déjà très actif, vous êtes entré au conseil de Nestlé notamment. Vous ferez quoi après ? Je vais continuer mon travail de professeur. Je vais revenir un professeur normal. Je me réjouis beaucoup. Enseigner, faire de la recherche, puis en fait, faire pas mal de choses autres qui m'intéressent. Vous êtes remplaçable ? Mais tout le monde. Les cimetières dans son plein de gens irremplaçables. C'est ce qu'on dit. Et puis en même temps, c'est pas toujours facile, hein. Non, mais je crois qu'il y a une jeune génération qui est prête aujourd'hui. Et puis, je crois que c'est bon d'avoir un changement de génération après un certain temps. Après 17 ans, j'aurais fait mon temps. Mais j'aimerais aussi de retrouver une certaine liberté. Bon, il y a 2-3 choses que j'aimerais effectivement finir. Donc, si on revient au problème de la culture des humanités asianes, on est en train de construire un très beau building qui s'appelle Under One Roof par Kengo Kuma, un autre grand architecte japonais, où on va mettre le pavillon du Montreux Jazz Festival, puisqu'on a numérisé l'ensemble du festival. De l'autre côté, c'est le pôle muséal, c'est-à-dire le musée de demain, comment est-ce qu'on interagit dans un musée entre le virtuel et le physique. Et puis le troisièmement, ce sera la visualisation justement du Human Brain Project. On rappelle, on va peut-être revoir les images du gala de François Hollande, parce que parmi les assez rares qu'on voit la Suisse sous ce côté un peu, alors c'est tout le face de la visite d'État, hein. Il y a toute une série de codes, le fait que le président doit dormir au moins une nuit, etc. Mais c'est aussi le face d'une visite d'État. Il est passé par Berne, il est passé par Zurich, par Lausanne, à l'EPFL chez vous, Patrick Ebicher, on le rappelait tout à l'heure.
Tout ça, évidemment, est bon pour l'image de la Suisse. J'aimerais un mot de conclusion de l'un et de l'autre sur cette semaine extraordinaire, en particulier pour le PFL, hein, après la visite des Iraniens, après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Le parfum de la Suisse, vous diriez que c'est quoi? Il y a ces collections maintenant qui se vendent très bien, le parfum de Paris, etc. Ce qui fait qu'on peut être fier, ou je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, l'amour de la Suisse, vous le définiriez comment, Patrick Ebicher? D'abord, c'est la fraîcheur, Hein? le parfum de la fraîcheur des montagnes et autres, mais avec cet élément d'innovation. Moi, j'ai un rêve, vous savez, c'est qu'aux États-Unis, les plaques minéralogiques, on a toujours, ça c'est peut-être chose auquel tu devrais penser. On a toujours The Garden State ou d'autres. Et moi, j'aurais aimé Switzerland, the innovation country. Ouais. Et vous, Nicolas Bidot, le parfum de la Suisse, c'est votre boulot, hein? Oui. Alors, le parfum de la Suisse, tout d'abord, si vraiment je dois retenir une odeur, c'est l'odeur de la pluie sur les rochers en montagne. Là, tout d'un coup, elle vit la montagne, et je reste en montagne, et c'est peut-être la cabane du Mont-Rose. Parce que je la trouve parfaitement high-tech, dans un paysage parfait. On a les plus belles photos de la Suisse, je pense, là. Merci à l'un et à l'autre. Merci beaucoup. Merci. Merci.